Lors de ce webinaire, on va vous parler du projet Core École. Le projet Core École, c'est un projet d'ingénierie de la formation professionnelle qui a été sélectionné dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir, PIA, dans le cadre d'un projet France Relance 2030. Et donc, un consortium d'acteurs que je veux vous présenter pendant ce webinaire a été financé pendant 3 ans, et on est encore en cours de projet, pour produire des supports de formation et faire de l'ingénierie pédagogique sur une thématique qui est de plus en plus d'actualité, la low-tech. Je vais prendre le temps de décrire au début de ce webinaire qu'est-ce que c'est que la low-tech. Vous avez déjà sur cette première diapo les partenaires financiers qui nous ont permis de réaliser ce projet. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Timothée Fustek, moi je suis directeur général de Carlotech, qui est un organisme de formation et d'expérimentation dédié à la soutenabilité et notamment assez investi sur la thématique des low-tech, comme en témoigne le nom Carlotech. Et Carlotech est l'entreprise tête de file du projet Core École. Donc, dans ce webinaire, je vais vous prendre un petit temps pour vous présenter c'est quoi la low-tech. Ensuite, je vous présenterai pourquoi la low-tech peut apporter des choses pour les entreprises, en quoi elle est essentielle, à mon sens, aujourd'hui pour les entreprises. Je prendrai le temps de vous présenter en détail le projet Core École. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ces supports de formation, puisque le projet Core École vise à produire des supports de formation, et les suites du projet d'ici à la fin du projet qui aura lieu en février 2026. Et comment vous pouvez vous investir dans ce projet. Donc, pour définir la low-tech, le projet Core École s'est basé sur la définition de l'ADEME qui a été réalisée en 2022. Et cette définition, il y a 3 éléments qui sont particulièrement importants à l'intérieur. Donc, pour rappel, hein, la low-tech, c'est une démarche qui vise à simplifier au maximum un produit, un procédé ou même un service pour répondre à ce qu'on appelle le juste besoin, c'est-à-dire revenir à l'essentiel. Comme je le disais, dans cette définition de l'ADEME, il y a trois éléments qui sont particulièrement importants. Premièrement, cette notion de démarche, puisque dans le cas d'un objet, on ne va pas dire que cet objet est low-tech. En fait, il est plus ou moins low-tech par rapport à un autre objet. Donc, la démarche low-tech, c'est une échelle. Si je caricature un petit peu, une 2 chevaux va être plus low-tech qu'une Tesla, mais va être moins low-tech qu'une carriole avec des chevaux. Pourquoi c'est important, et pour aller un petit peu au-delà de cette caricature, pourquoi c'est important cette notion de démarche? Parce que quand on parle de low-tech aujourd'hui, on peut avoir en vue de se dire, ben, effectivement, c'est un objet qui est low-tech, c'est par exemple les toilettes. Et donc, on a tendance à identifier la low-tech comme beaucoup d'exemples, en fait, d'exemples isolés. Alors que la low-tech, et notamment à travers cette notion de démarche, on peut l'appliquer n'importe où. Et on peut très bien faire du numérique low-tech, c'est-à-dire appliquer les principes de la low-tech à un ordinateur, à un site internet, et donc cette notion de démarche est très importante. Deuxième élément qui est particulièrement important, et c'est la première étape de la démarche low-tech, c'est la remise en question du besoin. La remise en question du besoin,
cette première étape va permettre en fait de questionner, et c'est en lien avec ce qu'on appelle, ce qu'appelle Philippe Biwix le technodiscernement, va permettre de questionner la technologie, nos usages, la manière dont on vit, la manière dont on travaille. Et c'est cette remise en question du besoin qui a vraiment guidé les travaux du projet Core École pour trouver, pour identifier des démarches low-tech au sein de différents secteurs d'activité que je vais vous présenter. La remise en question du besoin, c'est venir questionner l'utilité, par exemple, d'une fonctionnalité dans une application, dans un logiciel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 56% des fonctionnalités de logiciels professionnels qui ne sont que rarement utilisées. Ça veut dire que c'est du temps à coder, c'est du temps derrière d'utilisation, puisque ça génère de la donnée, ça demande de la RAM, etc. Et bien tout ça, en fait, c'est en quelque sorte du gaspillage. Donc la remise en question du besoin, c'est effectivement de re-questionner tout ce qu'on met en place pour chasser le superflu. On me pose une question. Effectivement, hein, dans la définition de l'ADEME, la low-tech et l'innovation frugale sont des synonymes. Quand on regarde un petit peu le mouvement low-tech et celui de l'innovation frugale, la différence qu'on peut voir, c'est que l'innovation frugale est avant tout imaginée pour une dynamique de marché. C'est-à-dire, je cherche à produire quelque chose qui soit le plus robuste, le plus réparable, le plus simple, le plus facile, et souvent aussi low cost, pour pouvoir aller trouver de nouveaux marchés, notamment, et c'est pour ça qu'on trouve énormément d'innovation frugale et de low-tech, de démarches low-tech, dans les pays du Sud. Parce que la low-tech, en fait, c'est de l'innovation sous contrainte. Un autre élément qui est central dans la définition de la low-tech, c'est cette notion de respect des limites locales et planétaires, puisque la low-tech, la démarche low-tech a avant tout un objectif qui est de réduction de notre impact environnemental, de nos modes de vie, de travail, et une réduction drastique. Si je reprends cette définition de la low-tech ou de l'innovation frugale, vous allez avoir en fait plusieurs différences par rapport à l'éco-conception. L'éco-conception, elle n'a pas cette notion d'utilité sociale et de remise en question du besoin. L'éco-conception va se centrer sur la réduction de l'impact environnemental à fonction égale. Là où la démarche low-tech cherche justement cette remise en question du besoin et donc à redéfinir le besoin. Et donc, si vous faites de l'éco-conception, vous n'allez pas arriver aux mêmes éléments que sur cette diapo-ci. Si vous faites de l'éco-conception sur un séchoir à main de Dyson, vous n'allez pas arriver à des serviettes pour vous sécher les mains. Donc, la démarche low-tech permet d'aller beaucoup plus loin et cette réflexion, elle se fait au regard de l'utilité. Donc ici, vous avez quelques exemples de passage à la low-tech sur des objets du quotidien.
et certaines choses qui sont assez, je veux dire, qu'on pourrait presque qualifier de drôles. On fait aujourd'hui des brosses à dents connectées. Donc là, on peut se questionner de l'utilité de tels objets, mais on va encore plus loin, on fait des couches connectées, on fait des poussettes connectées, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de pousser la poussette, elle avance toute seule, avec effectivement des batteries assez lourdes qui sont placées dans le bas de la poussette. Donc la low-tech, elle se place aussi en opposition par rapport à une démarche d'innovation qu'on pourrait qualifier de toujours plus, c'est-à-dire qu'on va ajouter des fonctionnalités, ajouter des éléments. Je pense qu'il y a personne ici qui est capable de citer le nombre de fonctionnalités de son téléphone portable. Or, un téléphone portable, toutes ces fonctionnalités, elles engendrent forcément de la consommation de matière, de la consommation d'énergie et des ressources qui sont rares, comme je vais le présenter un petit peu plus par la suite. Donc, ce passage au low-tech, il a un intérêt pour les entreprises. Et si on va sur du très concret, on pourrait citer déjà comment dire, c'est-à-dire que sur de la high-tech, on va avoir régulièrement de l'obsolescence programmée. On va avoir des taux de panne qui sont plus importants puisque plus de complexité. Et donc, la low-tech on va chercher à travers la démarche low-tech à avoir des choses qui sont plus réparables, à avoir des matières qui sont, à utiliser des matières qui sont locales, à avoir une conception qui soit plus robuste. Malgré tout ce que je viens de dire, il ne faut pas opposer low-tech et high-tech, puisque il y a certaines choses qu'on a pu acquérir de nombreux, en fait, il y a de nombreuses high-tech qui nous ont apporté une utilité qui est particulièrement, qui ont prouvé leur utilité. Et donc, l'objet, ce n'est pas de tout, comme beaucoup de gens qui sont critiques de la low-tech peuvent le dire, de revenir à la bougie, mais bien de faire ce qu'on appelle, comme je le disais, du techno-discernement, et c'est-à-dire de choisir les high-tech qui sont réellement indispensables, et pour tout le reste, de passer à la low-tech. Vous avez l'exemple de l'IRM ici. On est très content d'avoir un IRM. L'idée, c'est pas de dire on arrête l'IRM, mais déjà, d'une part, est-ce que une médecine préventive ne pourrait pas limiter l'utilité de l'IRM? C'est-à-dire, est-ce qu'une médecine préventive ne pourrait pas nous permettre de tomber moins malade et donc d'avoir moins besoin de diagnostic? Et ensuite, est-ce qu'on ne pourrait pas rendre plus low-tech l'IRM? Et donc, vous commencez à bien cerner le concept de low-tech. Certains d'entre vous le connaissent déjà, mais c'était important de prendre le temps de redonner ces définitions. Et qui sont en fait la base sur laquelle on a pu travailler dans le cadre du projet Core École. Un élément qui est important pour implémenter les low-tech en milieu professionnel et qu'on a et qu'on a des éléments qu'on regarde et qui nous paraissent très importants pour identifier l'intérêt des low-tech et voir comment on peut les implémenter en entreprise. Donc il y a 7 critères, j'ai marqué 6, mais c'est une erreur, c'est parce que j'ai rajouté le dernier récemment. Donc premièrement, le respect des exigences réglementaires. Les entreprises ne voudront pas mettre en place des technologies qui sont
ou des usages qui sont illégaux au sein de leur entreprise, ça paraît logique. Un impact limité sur la productivité, une fiabilité opérationnelle, le respect de la sécurité des personnes, des prix qui sont concurrentiels, un coût qui est intéressant pour l'entreprise, une acceptabilité sociale et la fin des amortissements. Et ça, c'est aussi pour des raisons environnementales. C'est-à-dire que, imaginons que vous décidiez de remplacer votre parc automobile pour vous orienter vers des solutions qui sont des solutions qui sont plus low-tech, donc par exemple des quadricycles électriques très légers. Eh bien, il faut bien vérifier qu'il y a un intérêt à le faire déjà sur le plan environnemental, mais ensuite, si vous venez de remplacer votre flotte, ben, il y a peu d'intérêt. Il faut attendre la fin des amortissements avant de la remplacer de nouveau. Et donc, euh, la low-tech peut permettre, en fait, va se positionner à la fin des amortissements des objets ou des choses qu'on cherche à remplacer. Donc, pourquoi la low-tech pour les entreprises? J'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais me centrer sur le territoire où j'habite, puisque j'habite à Saint-Brieuc. Et je vais vous donner quelques éléments, voilà, on va dire très concrets sur cela. Donc pourquoi la low-tech pour les entreprises? De manière très générale, se centrer sur l'utile. Et donc, s'assurer que notre offre, ce qu'on propose, présente un intérêt pour la société et pour les personnes à qui on le vend. Et donc, il y a bien sûr une notion d'impact social qui est importante. Deuxièmement, de la résilience pour les entreprises, résistance face aux crises. De la souveraineté, c'est vraiment en lien avec l'ancrage territorial des dépendances qui sont limitées, puisque comme on va le voir dans les diapos suivantes, aujourd'hui, beaucoup de technologies en fait sont très difficiles à réparer en local, sont très difficiles à réparer au sein de l'entreprise. Le service de réparation est toujours externalisé, ce qui fait que l'entreprise est souvent dépendante de d'autres activités. Et donc, une démarche low-tech doit permettre de lui redonner une certaine souveraineté. Et ensuite, la soutenabilité, donc impact réduit sous le seuil des limites planétaires, si on reprend la définition de l'ADEME, sachant que, bien évidemment, c'est un objectif qui est particulièrement ambitieux, qui nécessite des outils de mesure pour rapporter les limites planétaires. Mais donc c'est un élément néanmoins primordial dans la démarche low-tech. Si je m'attarde un petit peu sur l'intérêt des low-tech pour les entreprises, eh bien, je vais regarder du côté de la pénurie des ressources et notamment des minerais. Vous avez ici la représentation d'une mine en Afrique du Sud qui montre la quantité de cuivre. Donc, c'est une représentation, c'est Photoshop qui a permis de représenter cette masse de cuivre à l'intérieur de la mine. Donc cette boule de cuivre qu'on voit sur l'image à gauche, eh bien c'est la quantité de cuivre qu'on arrive à extraire de cette mine. Et vous pouvez aller voir sur Google Maps la superficie de cette
mine et des déchets tout autour de la mine, c'est environ la superficie de Rennes. Pourquoi je montre cette image? Parce qu'en fait, elle est marquante et ça permet d'appuyer un petit peu aussi les chiffres, notamment il y a une forte diminution de la quantité de minerais qu'on arrive à extraire des mines, puisqu'on trouve des gisements qui sont de moins en moins denses en minerais d'intérêt. Et donc le Bureau de la recherche géologique et minière identifie qu'il nous reste à 38 ans de cuivre à consommation constante, en années à consommation constante. C'est un chiffre qui a amené à évoluer avec l'évolution des techniques, forcément des techniques qui nous permettent d'extraire le cuivre, parce qu'on trouve de plus en plus de techniques pour extraire du minerai dans des gisements qui sont moins denses. Néanmoins, associé à la problématique de l'énergie, il semblerait que le prix du cuivre est amené à exploser dans les années qui viennent, puisque pour extraire le cuivre, il faut de l'énergie. Et donc ça se ressent déjà dès aujourd'hui. Alors il y a eu des augmentations du prix du cuivre qui ont été liées à des raisons géopolitiques. Aujourd'hui, c'est plus le cas. L'augmentation du prix de la ressource est liée directement à la raréfaction du minerai. Or, le cuivre, on l'utilise partout. On l'utilise dans le bâtiment pour la plomberie, on l'utilise dans les réseaux, on l'utilise dans nos objets, dans les objets électroniques, etc. Donc, c'est un minerai qui est particulièrement important. Une autre problématique auquel la low-tech vise à répondre, c'est, comme on le disait, le respect des limites locales et planétaires. Et donc, la low-tech cherche à lutter notamment contre le changement climatique, dont vous avez ici des conséquences chiffrées, notamment des pertes de rendement agricole, la baisse des niveaux des nappes phréatiques, l'augmentation de la fréquence des inondations. Et donc, si la low-tech vise à réduire notre impact environnemental et donc notre responsabilité vis-à-vis du changement climatique, elle peut aussi amener, si on la travaille en ce sens, on travaille la démarche, on applique la démarche low-tech en ce sens, elle peut aussi nous amener à nous adapter par rapport au changement climatique. Ce n'est pas le propre des technologies high-tech de nous permettre de nous adapter face au changement climatique. Le coût de l'énergie qui est amené à évoluer, j'en ai déjà un petit peu parlé, donc je vais aller vite, mais donc on l'a vu, le prix de l'énergie a été particulièrement volatile en 2022, ce qui a provoqué la fermeture de nombreuses entreprises, notamment beaucoup de boulangeries. Et donc c'est un exemple d'application de la low-tech qui a le mérite d'exister et de fonctionner aujourd'hui comme modèle économique. Donc je fais référence à la boulangerie solaire de Arnaud Créteau qui s'appelle Néoloco, qui fait de la production de pain et de la torréfaction de graines. Ils sont basés en Normandie. Et donc ils utilisent un four à concentration solaire pour cuire le pain et cuire les graines. Et donc, c'est un modèle qui nécessite c'est pas juste on met un four à concentration solaire au sein d'une boulangerie et tout d'un coup elle peut produire même quand il n'y a plus d'électricité.
y a du soleil. C'est plus compliqué que ça, évidemment. Il y a une notion d'adaptation du fonctionnement, et ça aussi, c'est un élément qui a été particulièrement important pour nous dans la production des supports corps école, puisque appliquer la low-tech, et c'est pour ça qu'on a identifié 7 critères qui sont particulièrement importants pour appliquer la low-tech en entreprise. Eh bien, appliquer la low-tech en organisation, ça nécessite un petit peu de réflexion, ça nécessite de retravailler l'organisation du travail, etc. Et la low-tech peut permettre aussi de lutter contre l'exclusion, notamment la fracture numérique. Je passe rapidement parce que j'ai déjà... voilà, je vois que je suis un petit peu en retard en termes de temps. Donc pour vous présenter le projet Corps École, donc, on s'est regroupé avec plusieurs structures. Donc, comme je le disais, Cartech est en tête de file, responsable du projet. Mais vous avez aussi l'Université de Bretagne-Ouest, Good Management, le Low-Tech Lab de Grenoble, le CORE, qui est une association de partage d'expériences de la low-tech en entreprise, Octo Technologies, qui est une filiale d'Accenture et qui travaille sur les systèmes d'information, Centrale Nantes et l'Institut Agro de Rennes. L'objectif du projet, c'est de produire, comme je vous le disais, sur 3 ans, des supports de formation à destination de 4 publics: les étudiants, les jeunes entrepreneurs, les salariés et les demandeurs d'emploi, et sur 3 thématiques principales, mais pas que, le secteur du bâtiment, le numérique et l'industrie agroalimentaire. Et donc, on a reçu de la part des financeurs que je vous présentais dans la toute première diapo, 500 000 €. Et c'est ce qui nous permet, à la fin de ce projet, de placer tous ces supports à disposition sur une plateforme Internet. Si je reprends concrètement, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on doit faire encore dans ce projet. La création d'un programme à destination des jeunes entrepreneurs, le recrutement de formateurs, plutôt identifier des formateurs capables d'intervenir sur ces formations. Je vais en reparler un petit peu dans les suites du projet. La coordination, le pilotage du projet, etc. Le développement d'une plateforme Internet pour pouvoir mettre ces supports à disposition. L'amélioration du programme de la Low-Tech School, puisque ce projet a pour vocation à terme d'ouvrir de nouvelles Low-Tech Schools en France. La création d'un programme industrie agroalimentaire, la création d'un programme bâtiment, la création d'enseignements low-tech pour les étudiants dans des masters, notamment des masters de l'UBO, et la création d'un module de formation pour les salariés sur la sobriété numérique, et la création de modules de formation pour les salariés dans tous les autres secteurs d'activité. Donc un module plutôt généraliste sur la low-tech. Donc ça, c'est une présentation du projet. Donc vous avez en haut à gauche les financeurs publics, et à droite des financeurs privés. Il y a aussi des financeurs publics dedans. C'est les cofinanceurs en fait qui ont venus, puisque le projet PIA fonctionne comme ça, qui sont venus compléter l'enveloppe de financement. Donc tous ces fonds sont versés à Carlotech, qui les redistribue aux différents acteurs du projet. Vous avez les acteurs qui produisent, et donc vous avez là en bas les différents acteurs sur chacune des actions à mener. Et vous avez donc les acteurs qui sont là pour valider les supports de formation et vérifier leur qualité, qui sont Centrale Nantes, l'Institut Agro de Rennes, le CORE et également le Low-Tech Lab de Grenoble, qui produit également certains supports, notamment sur le bâtiment.
Je vous lis la question en même temps d'Alexandre Gauthier euh, qu'il a publié. Donc, quel est le lien de ce projet avec le projet Low-Tech for Sustain? C'est deux projets qui ont été menés en parallèle et qui n'ont pas de lien aujourd'hui ensemble pour l'instant. Mais on en a parlé tout récemment avec le Low-Tech Lab de Grenoble. Est-ce qu'on peut voir la part de chaque cofinanceur? Non, 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 c'est pas prévu. Peut-être que ce sera publié à la fin du projet, euh, mais, euh, mais je communique pas l'information pour l'instant. Donc, je continue pour aller un petit peu plus dans le support. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va placer sur la plateforme? On va placer donc, des supports de formation. Donc, ce sera des PDF sous la forme de slides qui vont traiter chacun des sujets. Et ils sont très nombreux puisque en tout, on va déposer sur la plateforme 131 modules de formation, un module correspondant à entre une demi-journée et 3 jours de cours. Et donc, c'est une grosse masse d'informations qui va être publiée sur cette plateforme et, et qui va traiter de tous les sujets que je vous ai présentés. Et principalement, donc il y a 3 cursus qui sont particulièrement volumineux sur le numérique, le bâtiment et l'industrie agroalimentaire. Et comment on implémente la démarche low-tech au sein de ces secteurs. En travail préliminaire à ce travail de production de support, on a réalisé une étude d'affinité où on a interrogé des acteurs de chacun de ces secteurs pour déterminer quelle était l'affinité globale de la low-tech au sein de ces secteurs. On a réfléchi sur le plan de l'affinité technique, de l'affinité sociale, acceptabilité sociale, on pourrait le dire comme ça, de l'affinité économique et de l'affinité réglementaire. Et donc, ça nous a permis de nous donner des clés sur où la low-tech allait être la plus facile à implémenter dans chacun des secteurs. Au sein de ce programme, on a également travaillé sur une méthode de mise en place de la low-tech ou de low-technisation pour aider les entreprises de tout secteur d'activité à chercher à mettre en place une démarche low-tech sur leurs produits, sur leur activité de manière générale. Il se trouve que cette démarche, la production de cette démarche nous a permis d'être sélectionnés par l'ADEME pour produire leur démarche officielle de mise en place de la low-tech en organisation. Et donc, cette démarche a été pas mal retravaillée dans le cadre d'une mission pour l'ADEME qui doit se terminer en juin. Et donc, alors elles ne sont pas exactement similaires. Donc, on est en train de réfléchir à est-ce qu'on garde cette méthode telle qu'elle est en plus de la méthode de l'ADEME ou est-ce qu'on intègre, on reprend le travail de l'ADEME pour le réintégrer à ce travail. Cette méthode-là étant beaucoup plus linéaire, là où la méthode de l'ADEME est modulable. Donc, c'est un travail qui va sûrement évoluer, mais les deux méthodes ont leurs propres intérêts, je pense. Donc, si je vous présente en quelques chiffres le projet Corécole, donc c'est 265 documents qui vont être produits, une étude d'affinité, comme je le disais, une méthode de conception ou de reconception de produits, mais aussi d'activités low-tech, 9 programmes de formation en comptant de 5 à 21 modules
chaque module durant de 4 à 16 heures. En réalité, bon, on se rend compte que maintenant, il y en a certains qui durent 21 heures même. Et donc, c'est 131 modules en tout. Et donc, ça va représenter 10 000, à peu près 11 000 pages de formation qui vont être placées sur cette plateforme. Donc voilà pour le contenu, j'ai presque terminé. Donc les suites du projet. Donc, le projet va se terminer en février, donc 2026, où on va mettre en ligne tous les supports. Et d'ici là, nous, on va entrer dans une phase de communication sur le projet pour vraiment s'assurer que tout ce qu'on a produit sera utilisé. Et donc, dans ce cadre-là, on rencontre des établissements universitaires, des écoles, pour présenter les supports et savoir s'ils sont intéressés pour les intégrer à leur cursus. On, on démarche également et on va lancer bientôt un appel à manifestation d'intérêt auprès de formateurs qui souhaiteraient en fait pouvoir utiliser ces supports dans leur formation ou être identifiés, que leurs compétences sur la low-tech soient identifiées sur la plateforme Core École. Et donc, voilà, on est vraiment dans une phase où on est en train de finaliser les supports. Donc, on doit encore finaliser le support numérique low-tech et faire le programme industrie agroalimentaire. Et en parallèle de ça, voilà, comme je vous le disais, on identifie des formateurs. Les conditions pour être identifié sur la plateforme Core École, ben, assez logiquement, c'est d'avoir la compétence pour intervenir sur les supports Core École. C'est de s'engager à, si jamais on est identifié grâce à la plateforme, à citer Core École dans l'émission qu'on peut réaliser au sein dans le cadre de son activité professionnelle. Et, et, voilà. Donc, si voilà, dans l'assistance, vous êtes formateur et je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, ça peut être intéressant qu'on prenne un temps pour échanger ensemble et voir comment, en fait, on peut valoriser vos compétences sur la plateforme. Et donc, j'ai fini ma présentation. J'ai un peu accéléré sur la fin, je suis désolé, mais c'est pour être sûr qu'on garde le timing. Et donc, je vais maintenant répondre aux questions qui ont été posées.